Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se penche sur la pensée du sociologue Pierre Bourdieu pour répondre à une question vraiment fascinante. Comment la science, qui est une activité très humaine, pleine de passion et de conflits, comment est-ce que ça peut en arriver à produire une vérité objective? OK, on plonge direct dans le cœur du problème. Le paradoxe qui a vraiment obsédé Bourdieu, c'est celui-là. Comment ça se fait que des activités humaines, qui se passent ici et maintenant, puissent donner naissance à une connaissance qui, elle, a l'air complètement en dehors du temps? Bon, pour vraiment saisir ce que Bourdieu propose, faut d'abord regarder les deux idées extrêmes qui mettent KO. D'un côté, on a cette image d'une science pure, presque divine, qui flotte au-dessus de tout. Puis de l'autre, on la voit comme un simple ring de boxe, un jeu de pouvoir un peu brutal. C'est entre ces deux caricatures-là qu'on va naviguer. Alors, pour y voir clair, on va suivre le cheminement de Bourdieu en 5 temps. On part du paradoxe, on examine le mythe de la logique pure, ensuite le jeu du pouvoir social, avant de découvrir sa solution du champ. Puis on verra comment tout ça peut nous aider à renforcer la science aujourd'hui. Première étape de notre exploration, on s'attaque à cette vision un peu idéalisée de la science, celle que Bourdieu justement appelle une vue d'en haut. Cette vision-là, ça porte un nom. C'est le logicisme. L'idée, c'est que la science fonctionnerait en dehors de l'histoire et de la société, un peu comme si elle faisait juste découvrir des vérités qui étaient déjà là, attendant sagement dans un ciel d'idées pures. Et cette citation que Bourdieu met en avant, elle est super parlante. Elle nous dit que le logicisme, au fond, il s'en fout un peu du bordel de la vraie découverte. Il préfère une reconstruction rationnelle, une version propre, bien rangée, de ce que la science devrait être. L'analogie est parfaite là. C'est exactement comme admirer le plan d'architecte super propre d'un building en ignorant complètement la boue, le bruit, le chaos du chantier. Cette vision-là s'intéresse juste au produit fini, à ce que Bourdieu nomme la science toute faite. Bon, maintenant, on change complètement de décor, on laisse tomber les beaux plans d'architecte et on va voir ce qui se passe pour de vrai sur le chantier. On passe de l'idéal au réel. Et là, attention, on s'apprête à ouvrir la boîte de Pandore. Le changement est radical. On quitte l'abstrait pour de concret, on pousse la porte du labo et on pose la question qui tue, mais qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur? Et ce qu'on y trouve, c'est très, très humain. Bourdieu, il va pas de main morte. On parle de stratégie, de rivalité, de triche, de vol d'idées. Bref, on est pas mal loin de l'image parfaite du savant désintéressé qui cherche la vérité. Pour montrer à quel point cette critique voit loin, Bourdieu fait appel à Nietzsche. Quand Nietzsche dit qu'on ne se débarrassera jamais de Dieu tant qu'on croira à la grammaire, ce qui veut dire, c'est qu'il y a des structures invisibles et qui dictent comment on pense. Eh bien, Bourdieu applique ça à la science. Il faut déconstruire les règles invisibles de la vérité pour comprendre comment, en fait, elle est construite socialement. Alors là, on est comme pogné. Est-ce que la science, c'est cette quête pure et intouchable, ou est-ce que c'est juste un jeu de pouvoir un peu cynique? Faut-il vraiment choisir un camp? C'est exactement là que Bourdieu arrive avec une troisième voie. Et c'est ici qu'on arrive au cœur de la pensée de Bourdieu. Sa solution n'est ni l'un ni l'autre. C'est un concept qui est à la fois simple et super puissant, celui du champ scientifique. Alors, c'est quoi ça, le champ scientifique? Oui, c'est une arène sociale, un lieu de compétition. Mais attention, ce n'est pas la loi de la jungle. C'est une compétition avec des règles du jeu très strictes que tout le monde doit accepter pour pouvoir jouer. La méthode, l'épreuve, l'évaluation par les pairs. Le mécanisme, il est génial. Premièrement, la compétition pousse chacun à être le plus rigoureux possible pour battre les autres. Deuxièmement, cette lutte est encadrée par des règles strictes que tout le monde respecte. Et troisièmement, de ce conflit contrôlé émerge une connaissance plus solide. C'est un peu paradoxal, non? C'est de la lutte que naît la vérité. L'analogie du sport est parfaite pour ça. Pensez-y. Chaque athlète est poussé par son intérêt personnel, gagner. Mais pour gagner, il doit exceller en respectant des règles communes à tous. C'est cette tension entre l'ambition individuelle et le cadre collectif qui fait progresser tout le monde. Pour Bourdieu, la science, c'est un peu ça. Et cette idée-là, elle ne sort pas de nulle part. C'est l'aboutissement d'une longue réflexion que Bourdieu a menée, notamment dans ses cours au Collège de France, publiés dans cet ouvrage « Science de la science et réflexivité ». Alors maintenant qu'on a compris le mécanisme, à quoi ça sert concrètement? C'est peut-être le point le plus important de Bourdieu. Comment cette théorie peut-elle renforcer la science? Bourdieu propose un outil, la réflexivité. C'est l'idée que la communauté scientifique doit se regarder dans un miroir sociologique pour prendre conscience des forces, des biais et des intérêts qui la traversent sans même qu'elle s'en rende compte. Et attention, Bourdieu insiste sur ce point. Le but n'est absolument pas de saper la science ou dire que tout se vaut. C'est tout le contraire. Comme il le dit lui-même, il s'agit de la contrôler pour mieux la renforcer. L'enjeu final est crucial.
En comprenant les règles du jeu social, les scientifiques peuvent non seulement améliorer leurs propres pratiques, mais surtout, ils peuvent défendre l'autonomie de leur champ contre les pressions politiques ou économiques qui cherchent à imposer leurs propres règles. On termine donc avec cette question qui nous ramène de plein fouet à notre époque. Bourdieu nous a montré que la science est un espace fragile, dont l'autonomie doit être protégée pour qu'elle puisse produire de la vérité. Aujourd'hui, face aux pressions économiques et politiques de plus en plus fortes, comment pouvons-nous défendre cet espace? La question est plus urgente que jamais et la réponse nous concerne tous et toutes.